On va s'intéresser ici à la notion d'énergie et donc éventuellement de puissance dans le cas d'un point matériel uniquement, point matériel grand M. Donc, on va commencer par les calculs de puissance et de travail. Donc, on considère qu'on a un point M ici qui est soumis à une force F et qui a une vitesse V dans le référentiel qu'on est en train d'envisager. Donc, dans ce cas, la puissance exercée par cette force dans le référentiel R s'écrira simplement la force scalaire la vitesse du point M par rapport à R. Cette puissance, donc, a priori, dépend du référentiel. Donc, si on envisage le point M qui se déplace pendant dt, donc qui fait un tout petit déplacement de M à M', ce déplacement s'écrivant dl, le point M donc, se déplace de dl pendant dt, ça correspond à un petit travail pendant ce même instant infinitésimal dt, qui va s'écrire avec un petit delta pour dire que c'est un petit travail. Le travail de la force, toujours dans le référentiel R, sera F scalaire dl. Et puisque la vitesse à l'instant t du point M est la vitesse v de M par rapport à R, on peut exprimer que le dl vaut v de M par rapport à R à l'instant t fois dt, c'est-à-dire donc que ce petit travail vaut F scalaire v dt, c'est-à-dire encore il vaut P fois dt. Donc vous avez ici le lien entre le travail, donc la façon dont il se calcule, et le lien avec la puissance. Donc si maintenant on se place entre deux instants où le point M passe d'une position M1 à une position M2 en suivant un certain chemin, le travail pour aller de M1 jusqu'à M2, donc toujours de la force F dans le référentiel R, s'écrira l'intégrale de M1 à M2 de F scalaire dl, ou donc de F scalaire VDT. Ce travail donc se calcule, la puissance se calculant en watts. Alors, on va donc avoir une action, ce qu'on appelle une action motrice, si la puissance est positive de la force, c'est-à-dire si en fait F scalaire est positif, c'est-à-dire finalement si on a F et V qui globalement donc vont dans la même direction, c'est-à-dire produit scalaire positif. On aura donc F scalaire V positif. On aura une action résistive, c'est-à-dire qui s'oppose au mouvement, si P est négatif, c'est-à-dire si le produit scalaire est négatif, donc exemple, avec un F qui serait par exemple comme ceci par rapport à la vitesse. Donc si on reprend bien sûr l'expression du produit scalaire, qu'on pourrait réécrire norme de F, norme de V, cosinus de l'angle entre F et V, on voit ici qu'évidemment ce sera négatif si le cosinus alpha est négatif, hein, c'est-à-dire si alpha est par exemple entre pi sur 2 et pi. Donc évidemment on aura une puissance nulle si F est orthogonal à V, c'est-à-dire on aura un travail nul, c'est-à-dire donc on aura une force qui ne travaille pas. Donc c'est le cas typique de la force, si vous avez un objet qui est en mouvement sur un plan incliné, en supposant qu'il n'y a pas de frottement, la réaction est normale au plan incliné, donc elle va être systématiquement orthogonale au mouvement, donc à la vitesse v, et donc cette force ne travaillera pas. Donc exemple, hein, N ne travaille pas. Alors, on va donc s'intéresser à la loi de l'énergie cinétique, ou théorème de l'énergie cinétique, qui dit que, alors déjà on va rappeler la définition de l'énergie cinétique, pour un point M, hein, toujours pareil, donc pour un point M, donc je vais le réécrire au-dessus, pour un point M, l'énergie cinétique, EC, de M, c'est toujours défini par rapport à un référentiel R, ça vaut 1/2 de M fois la vitesse de M par rapport à R au carré. Donc ça c'est pour un point matériel pour l'instant. Donc ce théorème ou cette loi de l'énergie cinétique dit que dans un référentiel galiléen,
Donc pour le point M, puisqu'ici on s'intéresse qu'à un point matériel M, pour le point M, la variation de l'énergie cinétique du point M entre les états 1 et 2, entre les positions 1 et 2, est égale au travail des forces qui s'exercent sur ce point par rapport au référentiel qu'on envisage entre l'état 1 et l'état 2. Alors, on peut bien sûr aussi l'écrire, dans ce cas-là on parle de théorème de la puissance cinétique, mais c'est exactement le même théorème. On peut écrire que DEC sur DT, c'est égal à la puissance donc des forces qui s'exercent sur le point M. Hein, donc c'est équivalent d'écrire l'un ou d'écrire l'autre. Donc voilà ce théorème. Alors, on va s'intéresser maintenant aux forces qui sont conservatives. Donc on dit qu'une force F est conservative si son travail ne dépend pas du trajet suivi par le point matériel, mais uniquement du départ, de la position de départ et d'arrivée. Alors, dans ce cas, on dit que la force est conservative et on peut définir une énergie potentielle. Donc, une énergie potentielle telle que la petite variation infinitésimale, donc dE d'énergie potentielle entre les états 1 et 2 est égale à moins le travail de la force correspondante de l'état 1 à l'état 2. Enfin là, il n'y a pas vraiment d'état en fait, hein, j'ai mis une petite variation, pardon, donc c'est juste DEP. Voilà, DEP est égal à moins le travail de la force. Donc maintenant, si vous faites effectivement entre un état 1 et un état 2, ça s'écrira delta E potentiel entre 1 et 2 est égal à moins le travail de la force de 1 à 2. Donc cette énergie potentielle, alors ça c'est la relation qui permet de les lier, c'est équivalent, donc c'est équivalent à F égale moins gradient de l'énergie potentielle. Donc c'est une autre façon d'écrire la relation entre l'énergie potentielle et la force correspondante. Donc il faut savoir que l'énergie potentielle est toujours définie à une constante près, puisqu'on voit bien ici que c'est à chaque fois des variations qui interviennent. Le gradient c'est une variation, DE c'est une variation, donc ça fait intervenir uniquement des variations, donc c'est toujours défini à une constante près que vous pourrez choisir comme vous voulez. Alors, d'énergie potentielle à connaître, on a l'énergie potentielle de pesanteur, donc exemple à connaître. Donc il faut connaître le résultat. Dans le programme, il est marqué aussi que vous devez savoir le redémontrer. Donc l'énergie potentielle de pesanteur. Alors si on écrit donc DEP de pesanteur, c'est égal à moins le travail donc du poids. Donc ça va s'écrire moins mg scalaire dl. Et donc si on prend z comme étant la verticale ascendante, on aura g qui est donc égal à moins g uz. Le vecteur dl, c'est le vecteur déplacement du point M. Il a donc, a priori, il peut avoir toutes les composantes possibles, dx, ux plus dy, uy plus dz, uz. Donc, quand vous faites le produit scalaire, DEP pesanteur, il est juste égal à moins, pardon, c'était mg, j'ai écrit une bêtise. Non, c'est ça. Donc, ça fait plus mg, donc, j'ai les composantes suivant ux, ça fait 0 puisqu'il n'y a pas de composante de g suivant ux. Pareil suivant y, il reste que la composante suivant uz. Ça va faire moins g dz. Et donc avec le moins m devant, ça va faire plus mg dz. Donc en intégrant, puisque mg est une constante, j'en déduis que EP de pesanteur, c'est égal à mgz plus une constante. Donc on peut choisir la constante nulle ou pas. Hein, c'est-à-dire qu'on va choisir en fait l'origine de l'énergie potentielle en fonction donc on la choisit comme on veut, et après bien sûr une fois qu'on l'a choisi, toutes les valeurs d'énergie potentielle sont définies. Donc l'énergie potentielle de pesanteur à retenir, hein, finalement le z que j'ai défini c'était dirigé vers le haut, donc l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit en fait mg fois
l'altitude, plus éventuellement une constante. Hein, donc attention, évidemment, si votre Z n'est pas, si dans votre exercice, le Z n'est pas dirigé vers le haut, attention à la définition. Donc voilà pour cette énergie potentielle de pesanteur. Donc une autre énergie potentielle que vous devez connaître, c'est l'énergie potentielle de gravitation. Donc en supposant que vous avez donc toujours le point M de masse petit m dans le champ de gravitation d'une planète par exemple, hein, donc une planète qu'on suppose ponctuelle. Donc avec un centre P et une masse MP. Dans ce cas-là, la force, donc on a ici hein, le centre de la planète, on a ici le point M, on va appeler petit r la distance entre les deux, le vecteur UR comme ceci, et la force est une force attractive donc qui serait dirigée de M, la force exercée sur M serait dirigée de M vers P. Cette force donc s'écrit moins G M MP sur R carré UR. Donc, ici, on est en sphérique, hein, en fait, c'est-à-dire R, c'est la distance PM, et UR, c'est le vecteur unitaire des sphériques. Et donc, alors je vais utiliser l'autre définition, c'est-à-dire avec le F égale moins gradient de EP pour trouver EP. Ça va donc être égal à moins gradient de EP. Et donc, je vais chercher dans mon cours les expressions des gradients de EP en sphérique, puisque je ne la connais pas. Et c'est donc égal à moins DEP sur DR UR, moins 1 sur R DEP sur dθ Uθ, moins 1 sur R sinus θ DEP sur dφ Uφ. Donc comme à gauche, j'ai qu'un terme suivant UR, ça veut dire que ce terme-là qui est suivant Uθ est forcément nul et que ce terme-là qui est suivant Uφ est forcément nul. J'en déduis donc que DEP sur dθ valence 0, ça veut dire que EP est indépendant de θ. De même ici, EP est indépendant de phi. Donc en fait, EP ne dépend que de R. Donc je vais avoir finalement GMMP sur R carré, en projetant suivant UR, qui est égal à, donc j'ai enlevé les moins, qui est égal à DEP sur DR. Je peux mettre un D droit puisque c'est une fonction maintenant d'une seule variable. Et je trouve en intégrant, puisque ça dépend que d'une variable, que EP, qui donc ne dépend que de R, est égal à moins GMMP sur R plus une constante qu'on choisit en général nulle. Donc voilà l'expression de l'énergie potentielle de gravitation. Alors troisième cas à connaître, c'est l'énergie potentielle élastique due à un ressort. Donc supposons que j'ai un ressort ici. J'ai la longueur au A vide qui est égale à L0. J'ai la longueur à un instant t qui est égale à L. Donc là, j'ai fait le cas, par exemple, où le ressort était tiré. Donc, ma masse M, elle est là. Et donc, je vais appeler U étirement le vecteur qui va du ressort vers le point M. Donc, la force F qui s'exerce, élastique, donc exercée sur le point M, va s'écrire moins K, L moins L0, suivant le vecteur U étirement. Donc si je calcule le travail de cette force, ça va être égal F scalaire dl, dl étant le déplacement du point M, donc ça va s'écrire moins K, L moins L0, U étirement, scalaire dl. Donc je ne vais tenir que donc, le dl c'est le déplacement du point M, qui n'est pas forcément dans le sens de U étirement, mais donc quand je vais faire U étirement scalaire dl, ne va rester que la composante du déplacement de M suivant le vecteur U étirement, et c'est donc la variation de la longueur. Alors j'aurais peut-être pas dû le noter dl ici, on va le noter DOM, sera peut-être plus parlant, DOM, et ici de la même façon DOM, ou MM' si vous voulez, comme je l'avais fait précédemment. Hein. Et donc en fait, quand je fais ce petit déplacement, la seule composante qui va rester en projetant sur U étirement, puisque c'est U étirement scalaire DOM, c'est le petit dl, variation de longueur de la masse M. Hein. Donc la masse M, à un moment donné, elle est là, et puis le ressort, donc, il va s'étirer, et il va avoir une longueur, là, la longueur c'était L, et la longueur à l'instant, donc T plus dt, ce sera L plus dl. Donc du coup, dl, c'est l'allongement du ressort,
Et du coup, j'ai mon delta W qui est égal à moins DEP, qui est égal à moins K, L moins L0, DL, ce qui fait que EP est égal à K, L moins, TEP est égal à K, L moins L0, DL. Et en intégrant par rapport à L, puisque ça ne dépend que de la longueur L, je trouve que EP est égal à 1/2 de K, L moins L0 au carré, toujours plus une constante qu'on choisit en général nulle. Donc c'est finalement 1/2 de K fois l'allongement au carré. Alors toujours pareil, si vous notez l'allongement X, pourquoi pas, mais dans votre exercice, X sera peut-être pas forcément l'allongement, sera peut-être la longueur. Donc à retenir, c'est 1/2 de K fois l'allongement au carré. Alors, il nous reste l'énergie potentielle électrostatique. Alors, dans deux cas particuliers. Premier cas, si le champ E est uniforme. Dans ce cas-là, la force F, c'est QE. Alors, prenons le vecteur UZ, par exemple, parallèle à E, ce sera plus facile. Donc, le travail va être QE scalaire DL. E étant suivant UZ, ça va faire simplement QE fois DZ. Et c'est égal à moins DEP. Donc je trouve que EP, c'est égal à moins QEZ plus une constante. Donc très facile à faire. Deuxième cas à connaître, c'est si on prend une particule chargée, QP au point P, qui crée donc un champ en tout point, un champ électrique, et je place donc mon point, on place la charge Q en M. La charge Q, donc là j'ai QP en P, et j'ai Q en M, avec la distance petit r ici, et le vecteur UR ici. Le vecteur force, il sera suivant le signe des charges, hein, soit dans le même sens que UR, soit dans le sens opposé. Donc, la force va s'écrire F égale QQP sur 4 pi epsilon 0 R carré UR. Et là, on voit l'analogie avec la force de gravitation que j'ai étudiée tout à l'heure, où on avait, en remplaçant la masse par la charge, donc on avait MP qui est remplacé donc par QP, et on voit que du coup 1 sur 4 pi que le moins G de tout à l'heure est remplacé par 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc on va avoir exactement la même forme en faisant le même calcul. Je vais trouver par analogie que l'énergie potentielle ici elle vaut QQP sur 4 pi epsilon 0 R plus une constante qu'on choisit en général nulle. Alors du coup, donc ça c'est toutes les forces conservatives. On vient de voir donc les forces de pesanteur, de gravitation, force élastique du ressort et la force électrostatique. Donc toutes ces forces dérivent d'énergie potentielle dans les cas dont on a parlé. Donc ce sont des forces conservatives. Alors un exemple de force non conservative, par exemple les frottements fluides, ou les frottements solides d'ailleurs, hein, frottements fluides. Imaginons qu'on ait une force qui soit de la forme moins alpha V, avec alpha positif, et V la vitesse du point M. On a le travail de la force qui va donc s'écrire moins alpha V scalaire dl, c'est-à-dire V dt. Et donc on voit que cette force, ce travail de force s'écrit moins alpha V carré dt, et qui est donc strictement négatif. Et donc, on ne peut pas l'écrire sous forme de la variation d'une énergie potentielle. Et c'est une force qui est dissipative, hein, puisque le travail est négatif. Effectivement, on perd de l'énergie, le système perd de l'énergie par les frottements fluides. Donc ça, c'est un exemple de force non conservative. Si on revient à la même position à la fin, on aura perdu de l'énergie entre-temps. On n'aura pas un travail qui est nul, puisque normalement, le travail doit être nul si on revient au même état pour une force conservative, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, pour finir avec ça, donc théorème de l'énergie mécanique. Alors, ce n'est pas un nouveau théorème en fait, hein, c'est le théorème de l'énergie cinétique écrit différemment. C'est-à-dire que je définis l'énergie mécanique comme étant l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle.
Et donc, si je reprends mon... donc, toujours pareil avec mon référentiel galiléen et le point M, si je réécris le théorème de l'énergie cinétique en séparant les forces conservatives et les forces non conservatives, le travail des forces conservatives par définition c'est moins delta EP, où je mets donc toutes les énergies potentielles correspondant à toutes les forces conservatives. Donc voilà comment ça s'écrit. Et du coup je vois que je peux passer le delta EP à gauche et j'ai delta de C plus EP, c'est-à-dire EM, qui est égal au travail des forces non conservatives. Donc vous voyez que ce théorème de l'énergie mécanique, c'est le même que le théorème de l'énergie cinétique, puisque j'ai juste mis un terme à gauche. Mais il est parfois pratique à utiliser plutôt que le théorème de l'énergie cinétique. Si vous connaissez bien vos énergies potentielles, ça vous permet de ne pas calculer systématiquement les travaux des forces conservatives. Ça va donc s'écrire delta EM égale le travail des forces non conservatives. Donc ça, c'est pour un point matériel et dans un référentiel galiléen. Alors, évidemment, donc toujours écriture éventuellement puissance, DEM sur DT, qui est égale à la puissance des forces non conservatives. Une utilisation intéressante, c'est justement quand il n'y a aucune force non conservative qui travaille. Donc il peut y avoir des forces non conservatives, mais elles ne travaillent pas. Alors dans ce cas-là, on voit tout de suite que le travail des forces non conservatives vaut 0. Donc on a EM qui est une constante. Donc on dit que le système est conservatif. L'avantage du coup, c'est qu'on va avoir une équation qui s'écrit EM égale constante. La constante, elle est déterminée par les conditions initiales. Et donc, cette équation, EM égale constante, ça va être une équation du mouvement qui va être une équation d'ordre 1. Alors, on l'imagine bien parce que, par exemple, l'énergie cinétique, c'est un demi de mv carré. Donc, c'est du dx sur dt, c'est les dérivés de la position. Quand on a l'énergie potentielle, c'est à chaque fois un demi de kx carré ou ce genre de choses. Donc, à chaque fois, on va avoir des choses en x point, mais pas de dérivée seconde. Donc, c'est une équation de mouvement d'ordre 1. Donc, on l'appelle l'équation, donc l'intégrale première du mouvement. Donc, souvent, vous verrez ce terme-là, équation intégrale première du mouvement, parce que justement, c'est une équation d'ordre 1, alors que l'équation, le PFD, par exemple, ça va être une équation d'ordre 2, différentielle d'ordre 2, puisque vous allez avoir l'accélération qui est une dérivée seconde de la position. Alors le problème de cette équation en général, c'est qu'elle est non linéaire parce que vous avez par exemple C qui vaut un demi de mv2. Une vitesse, l'opération qui a V associe V carré est une opération non linéaire, c'est un produit. Donc souvent cette équation est non linéaire et donc on ne sait pas forcément la résoudre directement. Donc à part pour utiliser directement le résultat, si vous voulez résoudre l'équation, très souvent on est obligé, pour la résoudre, souvent on est obligé de la redériver en fait. Souvent on la dérive par rapport à T. Et en fait, on retrouve l'équation qu'on aurait trouvée directement avec le PFD pour trouver l'équation du mouvement et savoir la résoudre surtout.